vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins. Sans foi, sans loi et, plus important presque, sans courbette. L'émission Art Racaille qui aujourd'hui va vous entretenir tout de suite et sans attendre d'un peintre découvert par ma camarade qui découvre beaucoup trop de choses à mon goût, mais enfin c'est la vie, c'est comme ça, je ne peux rien. Le peintre Roger Edgar Gillet. Voilà, Roger Edgar Gillet, effectivement, dont on ne pouvait pas ne pas croiser la route un de ces jours, puisque ses amis s'appelaient entre autres Bérol, Atlan, Doucet, Riopel, Lindstrom, Marian, qu'il a côtoyé le groupe Cobra. Donc forcément, je pense que c'est même un nom qu'on avait déjà croisé, il fallait juste s'y arrêter. C'est ce qu'on a fait, et c'est quand même avec un pur bonheur qu'on a découvert son travail, un peintre de l'informel, de la pâte, enfin vraiment quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui le fait très bien. Donc j'ai en plus pu emprunter un livre à la bibliothèque, un livre énorme, comme on n'en fait plus, qui est un petit peu ancien, mais où il y a des reproductions de ses œuvres. Bon, on peut pas, c'est pas en 3D, c'est dommage, mais voilà, qui nous a permis de se plonger un peu dans son travail. Il y a en plus un site internet qui est vraiment très bien fait, qui est fait par le fonds Gillet. Donc on va commencer par parler un peu de sa biographie, qui était ce Roger Edgar Gillet. Eh bien, il est né à Paris en 1924. Ses parents sont originaires des Vosges et travaillent à l'hôpital Sainte-Anne. La maman travaille le jour, le papa travaille la nuit. Donc ils ont un garçon et une fille. Ils rêvent que la fille soit institutrice, qu'elle deviendra, et le fils gendarme. Là, il y a eu un petit bug dans le programme, puisque le fils ne sera pas gendarme. Lui, il aime pétrir la pâte à modeler dès qu'il est tout petit. Il dessine bien, donc la peinture arrivera plus tard, mais pas la gendarmerie. Donc Roger Edgar Gillet échoue au certificat d'études. Il a 13 ans et là c'est un de ses professeurs qui lui conseille d'intégrer l'école Boulle. Donc il rentrera dans cette école Boulle et là il apprend la gravure sur médaille, mais surtout il va apprendre le goût des choses bien faites, de la technique, des moyens d'expression. Et c'est un de ses professeurs qui va lui montrer un jour un tableau de Kandinsky et ça va lui permettre d'apprendre à regarder et lui donner envie d'aller dans les musées et les galeries, même s'il raconte que finalement c'est pas forcément Kandinsky qui va apprécier le plus. Ensuite, il rentre à l'école nationale supérieure des arts décoratifs et là il admire Bonnard, Vuillard, Mondrian et il dit d'ailleurs avec plein d'humour qu'il a commencé au petit Bonnard-Lachance. En 1947, il donne des cours de dessin à l'Académie Julian. Et là, il va rencontrer Thérèse qui deviendra sa femme en 1950. Il travaille à Paris comme décorateur, mais finalement, il abandonne ce métier pour se consacrer à la peinture. Donc il va avoir des premières années picturales abstraites qui seront marquées par sa rencontre avec le critique Michel Tapier qui va l'exposer en 1952. Il exposera également à Lille avec Georges Mathieu et à la Galerie Cravenne à Paris en 1953. Il reçoit un prix, le prix Fénéon en 1954. C'est un prix avec, il y a un très beau texte de Jean Fautrier sur l'informel d'ailleurs qui va accompagner la remise de ce prix. Et un autre prix aussi américain qui va lui permettre de partir voyager quelques mois aux États-Unis. Donc là, il fait une première exposition personnelle à la galerie Ariel. C'est une galerie qui est fondée par Jean Paulac. Et Jean Paulac représentera régulièrement Gillet. Environ, il y aura plus de 15 expositions personnelles. Et surtout, ils deviendront de grands amis. Il expose à la Galerie de France, il expose à l'étranger, Milan, Genève, New York. Et à partir des années 60, sa peinture quitte progressivement l'abstraction et il aborde une figuration imaginaire. Il va travailler sur des thèmes, donc on parlera tout à l'heure de son travail. Il va travailler sur des thèmes comme l'époux, il va faire ses premiers portraits. On est en 1963, il quitte Paris pour aller dans la région de Saint-Malo. Donc là, il va peindre des personnages aussi suggérés, plus expressionnistes, comme Marilyn, le Tiers-Monde, la fête chez Paulac. Il fait aussi des gravures. Et il fait partie du comité de sélection du Salon de Mai. Et il se rend à Cuba en 1967 pour participer à la réalisation d'une fresque collective à La Havane. Bon, il expose toujours un peu partout, en Italie, à Munich, à Bruxelles.
Et il va vivre près de Sens, dans l'Yonne, avec sa femme. Là, il rénove une ferme et donc il se construit un bel atelier. Ils ont 4 enfants, donc il faut quand même aussi un petit peu d'espace. Là, il travaille sur des séries donc, de grands formats, comme Les épousailles des nains. Il aborde des thèmes tels que les juges, les bigotes, les musiciens. Il expose avec le sculpteur Eugène de Daigne, donc ça c'est aussi un nom qu'on avait déjà croisé. On est en 1971. Sculpteur roubaisien. Voilà. Là, pour la SACEM, il va réaliser une grande peinture murale qui s'appelle Le Grand Orchestre, et il revient vivre à Paris, mais tous les étés sont passés près de Saint-Malo, et il continue à faire son travail de recherche picturale sur des thèmes nouveaux, comme les villes, les palais, les prisons, des natures mortes. Il va même exposer aussi avec Antonio Sora à Grenade. Il y aura une grande rétrospective au CNAP en 1987 de son travail. Et après, il travaille donc sur des nouvelles séries. Il va peindre aussi beaucoup de paysages maritimes sous des thèmes comme tempête et bateau ivre. Mais ça, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et en fait, il fait une grande fête donc à Saint-Sulliac. Saint-Sulliac, c'est une petite commune qui est le long de la vallée de la Rance, qui est face au Minix-sur-Rance et qui est pas loin, qui est au sud de Saint-Malo. Et donc, il a pas mal d'expositions personnelles. Donc, c'est quelqu'un quand même qui peut largement vivre de sa peinture. Et il va éditer après, il édite un livre de gravure aussi. Mais malheureusement, à partir des années 2000, il a des graves troubles de la vue, donc il ne peut plus peindre. Voilà. Et il va décéder d'un cancer en octobre 2004 à Saint-Sulliac. Oui, bon, très joyeux, toujours la fin des artistes, et je suis très heureux parce que j'ai retrouvé cette fameuse peinture qui est un buste de Roger de Garchilet, qui est un magnifique. Je suis tellement heureux de l'avoir retrouvé un hasard. Voilà. C'est un buste, c'est-à-dire, enfin, ça semble être un visage avec le haut du corps. C'est presque une peinture abstraite, mais non, c'est pas abstrait. C'est bien un buste, on reconnaît un visage, on voit des yeux, un semblant de bouche. Mais la particularité de cet artiste, c'est qu'il efface quasiment toute expression des visages, soit en supprimant les yeux et la bouche, ou en bandant le visage comme une momie, etc. C'est assez extraordinaire. Ouais, bon, on va raconter un peu ça. On peut préciser aussi, parce que moi j'aime bien rendre toujours donc hommage aux femmes d'artistes. Hein, donc il rencontre sa femme Thérèse et ils vont vivre ensemble jusqu'à la mort de Roger de Gargilet. Et donc elle a joué un rôle très important à ses côtés, hein, puisqu'elle l'a accompagné pendant plus de 50 ans. Elle s'est occupée d'organiser sa vie autour de lui, de leurs 4 enfants, et qu'elle écrivait aussi beaucoup sur son travail. Elle était décoratrice. Donc elle travaillait, elle réunissait ses amis, elle soutenait Gilet et elle avait fait même un petit dictionnaire qu'elle a imaginé autour de Gilet en déclinant donc un abécédaire, en déclinant tout ce qui pouvait le caractériser en fait. Voilà. Et donc elle se définit un peu comme la 3e chance de Gilet, quoi. Oui, il y a d'ailleurs, comme le souligne ma camarade, et à son initiative, bien sûr. On revient toujours sur les mêmes constats, c'est-à-dire la place des femmes d'artistes, qui est une place irremplaçable. Sans femmes, ils sont complètement paumés, les mecs, je veux dire. Quand c'est des mecs, en tout cas, oui, en général, c'est des mecs qui ont une femme. Encore aujourd'hui, quelquefois. Voilà, et donc, Gilet aussi, il ne faillit pas comment je veux pas dire que c'est il y a cette fatalité, presque. Voilà, il y a eu comme ça, on peut en citer d'autres, hein, bien sûr, comme les femmes de Renoir, comme... la femme de Robérol aussi. La femme Babou, Papou, oui. Une forte femme qui était modèle de Matisse, voilà. Oui, c'est vraiment étonnant étonnant, non, pour nous, non, c'est pas étonnant, mais pour la plupart d'entre vous, probablement étonnant de voir que
tous ces artistes ne sont pas faits tout seuls. On a des artistes pas plus contemporains, mais comme Buffet par exemple. Sans Annabelle, Buffet, il n'existait pas non plus. Hein. Il la prenait d'ailleurs pour modèle assez régulièrement, c'était assez étonnant d'ailleurs. Voilà. On est quand même, il faut quand même, parfois même les femmes, comme celle de ce peintre américain là qui Pollock. Hein Pollock. Pollock, oui. Sa femme est une peintre aussi, mais qui a complètement disparu à côté de lui, quoi. Voilà. Il l'a pas fait exprès, Pollock. Hein. C'est pour franchement macho, mais voilà, c'était comme ça. Ouais, sa femme s'appelait Lee Krasner et Florence m'a passé le livre sur l'abstraction féminine à l'exposition qu'il y avait à Beaubourg. Et effectivement, il y a une page consacrée à Lee Krasner qui était déjà connue même avant Pollock et qui finalement l'a soutenue et elle est passée un peu aux oubliettes, quoi. Heureusement que quelques temps en temps on les ressort, ces femmes, parce que il y a ces femmes d'artistes qui elles ne sont pas artistes elles-mêmes mais qui soutiennent, c'est-à-dire qu'elles consacrent une partie de leur vie à organiser le quotidien. Et là, même dans le cas de Gillet, sa femme va bien plus loin parce qu'elle va écrire des articles, enfin on sent elle est talentueuse. Hein. Et puis il y a les femmes d'artistes qui elles se font oublier. Comme Colette, comme Jacqueline, voilà. Jacqueline avec Raymond Imbert et Colette avec le mari de Odon. Odon, j'oublie tout le temps, c'est terrible, il y a des trucs que je peux pas mettre dans la tête. Voilà. Ce sont deux femmes qui aujourd'hui encore, leurs maris ont décédé il y a quelques années quand même, et surtout pour Jacqueline, et il y a presque 30 ans que son mari a disparu, mais elle organise des expos, etc., etc. Elle poursuit, si vous voulez, comment dirais-je, la promotion de son œuvre, voilà. Et pour Colette, c'est aussi la même chose. Elle a fait éditer un bouquin sur l'œuvre d'Odon, quelque chose d'assez costaud. Hein. Si je venais vers toi sans yeux, sans te retrouver blonde ou brune, voudrais-tu de ma nuit sans lune? Voudrais-tu bien de ce fardeau, mes mains aveugles sur ta peau? Si je venais vers toi sans yeux, comme d'autres sont revenus de la guerre, m'aimerais-tu, mon immortel, si je venais vers toi fidèle, mais sans regard? M'aimerais-tu? Si je venais vers toi sans main, sans pouvoir effleurer encore les monts, les vallées de ton corps, voudrais-tu de mes bras en deuil, de ces branches sans fleurs, sans feuilles? Si je venais vers toi sans main, comme d'autres sont revenus de la guerre, m'aimerais-tu, mon immortel, si je venais vers toi fidèle, mais sans toucher? M'aimerais-tu? Si je venais vers toi sans pied, traînant mes deux genoux à terre, comme les mendiants de naguère, voudrais-tu de mes promenades, sans course, sans jeu, sans baignade? Si je venais vers toi sans pied, comme d'autres sont revenus de la guerre, m'aimerais-tu, mon immortel, si je venais vers toi fidèle, mais sans marcher? M'aimerais-tu? Si je reviens vers toi sans cœur, à force de l'avoir fait taire, là où je suis c'est la misère. Voudras-tu de mes jours sans rire,
de mon passé sans souvenir. Si je reviens vers toi sans cœur, comme d'autres sont revenus de leur guerre, m'en voudras-tu, mon immortel, si je reviens vers toi fidèle, mais sans âme? M'aimeras-tu? Voilà, si je venais vers toi, Marc Augeret, donc ça qui illustre un peu justement ce dont tu parlais tout à l'heure, ces peintures de visage sans visage. Voilà. Alors, ce que je voulais dire par rapport à son œuvre, puis après je pense que tu en parleras beaucoup plus, c'est que en fait le parcours de Roger Edgar Gillet fait penser à celui de Jean Rustin, c'est-à-dire que c'est deux peintres qui sont complètement reconnus jusqu'aux États-Unis, qui ont un travail abstrait dans les années 50, ils sont célèbres. Rustin, et en fait, c'est pas abstrait son travail. Non, avant le travail d'avant, Rustin. Mais le travail d'avant non plus n'était pas abstrait. Non, si tu veux, c'était pas abstrait comme on a l'habitude de se le représenter, c'est-à-dire des taches de couleurs et machin. Lui, c'était lisible, si tu veux, c'était pas des peintures, comment dirais-je, classiques avec un buste, enfin, c'était beaucoup de petits dessins, de petites peintures éparpillées, etc. C'était voilà, c'est pas. Ouais. Bah, du coup, ce sont des peintres qui sont reconnus dans un style et qui d'un coup ont complètement changé d'orientation. Donc, ils passent à la figuration et pas à n'importe quelle figuration, parce que les êtres qui vont représenter, ça va être des êtres complètement décalqués, difficiles, torturés. Enfin, c'est une peinture qui est une représentation brutale des visages qui sont presque toujours donc déformés et dissimulés, quoi. Et Roger Edgar Gillet est aussi donc un peintre de la pâte, on verra, c'est-à-dire qu'il aime bien qui est de la surface, quoi. Donc ça fait un peu partie de ses souvenirs d'enfance. Il disait qu'il était fasciné, il habitait Paris, il était fasciné par les ouvriers qui épandaient du goudron fumant boulevard Saint-Jacques quand il allait se promener, de même qu'il avait une admiration pour le boulanger qui pétrissait sa pâte, ou le colleur d'affiches. Il était très attaché donc au contact manuel des éléments et des matières, quoi. Voilà, donc après on peut parler de son travail. Je ne sais pas si tu veux parler de certaines séries, de ces tempêtes ou de ces un peu plus. Oui, enfin, je suis pas forcément convaincu par ces marines, ces tempêtes, etc. C'est passionnant. Il y a pas, je ne peux pas critiquer. Je me sens pas de toute façon la taille pour critiquer son travail de peintre maritime, si on peut dire. C'est très 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 pâteux, très violent, très voilà. C'est pas la mer calme, c'est pas la mer de Trainer, c'est une mer vraiment violente, agitée, etc. Mais il y a des bateaux, c'est presque, il faut vraiment on sent qu'il y a un bateau, on imagine qu'il y a un bateau parce qu'il y a une tache sombre, etc. Mais c'est pas du tout réaliste, moi je peux pas dire. Mais moi, ce qui me passionne beaucoup plus, c'est ces personnages, ces foules, voilà, c'est là que je trouve que son style est quand même assez extraordinaire, quoi. Ce buste que j'avais complètement perdu, que j'ai retrouvé miraculeusement il y a quelques instants sur son site, sur le site de Gillet sur le net, là. C'est un buste, alors bon, on peut appeler ça un buste, on peut appeler ça ce qu'on veut, avec semble-t-il, une tête et la moitié du haut du corps, les épaules, etc. Mais pour moi, c'est ce qui caractérise le travail de cet artiste un petit peu aux marges, vraiment aux marges de la création. Voilà, il n'y a plus rien de vraiment humain, c'est quelque chose, c'est une création, quoi. C'est une création, c'est presque un alien, quelque chose comme ça. Voilà. Et ce que j'ai surtout relevé mais pour moi, ça ne crée pas le malaise, parce que j'adore ces choses un petit peu fantastiques.
mais ce qui peut créer une forme de malaise, c'est que les visages sont toujours soit sans aucune expression, soit masqués par des bandelettes, des bandages, tas de choses. Voilà. Et ça, en plus, les corps sont vraiment des corps comme un peu dans une espèce de travail d'élimination tellement important qu'il reste plus presque un crowbar fugitif de corps. Mais elle n'a pas, par contre, on la sent, parce que bon, évidemment, on peut pas voir quand on les a pas vus dans un musée ou dans une expo sur des cimaises, on a du mal à en juger, mais quand on peut un petit peu rouler sa bosse dans ce monde, on peut la sentir, la pâte, et c'est extraordinaire de ce point de vue-là. Parce qu'il arrive, par exemple, je ne sais pas si c'est pas la Seine ou quelque chose qui approche de la Seine. Oui, il y a la Seine, de toute façon. Vous savez, cette petite bouffade du Christ avec ses disciples, là, c'est dans des tons, c'est presque monochrome, mais moi, tu vois, j'avais l'impression quand je vois ces tableaux de groupe, justement, comme la scène, ça me fait un peu penser à James Ensor dans le rendu et dans le mouvement, dans toutes ces déclinaisons un peu chromatiques. Là, je trouve qu'il y a du Daumier et du Ensor dans ce travail. Ouais. De même quand il représente le prétoire ou qui va faire des bigotes, je trouve qu'il y a vraiment une facture, un peu entre les deux, quoi, un trait caricatural, enfin un trait caricatural et ce mouvement vraiment. Moi, Ensor me fait, il y a vraiment ces mêmes couleurs, je trouve. Oui, et puis dans la pâte, si vous voulez, par exemple, je reviens sur la scène, parce qu'on va pas faire le déroulé toute son œuvre, sur la scène où, comme le dit ma camarade, l'autre institution, le prétoire. Le prétoire, voilà. Il sculpte pratiquement les visages dans la pâte, et les yeux, en fait, sont des orbites. Il n'y a pas un œil visible, ce sont des orbites. Et tout ça, c'est sculpté dans une pâte, je dis, grisâtre, avec peut-être un petit peu d'ocre, des choses comme ça. Voilà, il n'y a pas, contrairement à ces peintures maritimes qui sont avec des contrastes de couleurs assez violents et de mouvements, etc. Là, c'est plutôt uniforme, monochrome, monotone, et qui dégage une infinie tristesse. Mais un mouvement quand même. Il y a un mouvement quand même, comme justement presque comme une vague. Il y a quand même avec tous ces personnages, parce qu'il y a psychanalyse de groupe, il y a la marche des oubliés. Enfin, je trouve qu'il y a un mouvement quand même. Mais ça n'a rien à voir avec le mouvement de la mer. Pas du tout. Je suis d'accord. Et par exemple, il a fait toute une série sur des nains. Et lui, il est inspiré aussi donc par ses souvenirs d'enfance, parce qu'il habitait donc Paris, et il se rappelle que quand il était vers la place d'Enfer Rochereau, il avait 8 ans, il y avait toutes ces baraques de fêtes foraines, et qu'il a assisté donc à un mariage entre un nain et une naine qui étaient dans 2 baraques différentes. Et on peut imaginer chez un enfant de cet âge-là ce que ça peut avoir d'inquiétant quand même, la mise en scène de tout ça, quoi. Donc là, ça ressort bien aussi dans ses peintures, quoi. Donc à partir de là, effectivement, il peint un peu, c'est quand même un peu un bestiaire humain avec tout plein d'attitudes, de rituels, d'expressions, d'émotions. Oui, contrairement peut-être à Rustin, parce que Rustin, ses peintures de gens pas tout à fait sur terre, d'aliénés souvent, parce qu'il peignait dans des maisons, dans des hôpitaux psychiatriques, etc. Rustin, lui, il a un travail de peinture tellement léger, tellement neutre, etc., que si vous voulez, l'horreur est un peu. Alors, je ne sais pas si elle est atténuée ou si elle est exacerbée. Oui, ça va dépendre des sensibilités. Je pense. Ouais. Vous savez ce que chez Roger Edgar, ce camarade de Cambin, si vous voulez, son travail assume ce qu'il représente. C'est-à-dire que chez Rustin, on se demande ce qui se passe exactement, mais chez Roger Edgar, là, on ne se demande pas, on sait, tout de suite, c'est plein pot dans la violence, l'horreur, l'extraordinaire,
le jamais vu, voilà, les abysses de l'humanité. Mais ouais, moi, Rustin me met plus mal à l'aise que. Oui, parce que chez Rustin, c'est équivoque. On ne sait pas trop. On ressent un malaise, mais on ne sait pas mettre vraiment. On ne sait pas dire exactement pour quelle raison. Oui, il y a des choses, des scènes. On voit des grosses quéquettes, etc. Ce qu'on ne voit pas chez Gillet, effectivement, il n'y a pas Gillet, de corps sexuel. Non, on ne voit pas les Ouais. sexes béants ou. Non, contrairement justement à Rustin qui se permet des choses vraiment osées, enfin osées pas pour nous parce qu'on a vu pire. Hein. On a une copine qui fait dans ces choses. Ouais. Et si on veut faire les savants à énoncer des noms de peintres auxquels il nous fait penser, bon, on est obligé de passer par Eugène Leroy aussi, de toute façon, quoi, qui travaillait la pâte et où il fallait vraiment se mettre face au tableau, prendre un petit peu de recul, et là on sent le figuratif dans la pâte, d'un coup qui surgit, quoi, c'est, qui arrive. Et en même temps, ça fait remonter dans les quelques neurones qui se bagarrent encore dans ma tête, c'est que voilà, qu'est-ce que c'est en fin de compte que l'abstraction, qu'est-ce que c'est que le figuratif. L'abstraction peut être figurative et le figuratif peut être abstrait, voilà, parce qu'on a un peintre, par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure brièvement, là, Raymond Imbert, où son travail, si vous voulez, on peut penser que c'est parce qu'il travaillait sur le motif, dans ce jardin, ou à Porce-Polaire, au bord de la mer, il travaillait, mais ce qui représente, oui, bien sûr, on peut penser que c'est des vagues, ce sont des vagues pour le bord de mer, on peut penser que ce sont des feuillages pour ton jardin, mais c'est pas explicite, c'est pas Corot, hein, c'est pas Renoir, c'est pas des gens comme ça, ou Cézanne, non. Je dis toujours que Raymond Imbert, si vous voulez, c'est le chaînon manquant entre la figuration et l'abstraction. Mais ça se mélange, et voilà, et là on est aussi dans ce schéma, avec des choses plus explicites, plus évidentes quand même que chez Imbert, mais quand même, moi je suis de plus en plus défrisé quand on utilise ces deux termes, abstraction et figuration, pour parler de peinture, parce que je pense qu'on ne peut pas définir les choses aussi simplement. C'est beaucoup plus complexe que ces deux termes peuvent le laisser croire. Justement, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des peintres, parce que là, quand on voit ces premières toiles, effectivement, qui sont abstraites dans la mesure où on ne peut pas identifier clairement ce que ça peut représenter. Après, on identifie quand même des personnages, des émotions, et ce qui est... c'est justement comment on bascule, enfin qu'est-ce qui fait que d'un coup on a envie de faire autre chose. Donc là après je vais lire quelques extraits d'un interview qu'il a donné à une journaliste où il va expliquer quand même ce qui d'un coup lui donne envie de faire autre chose parce que il a besoin du regard en fait. Même si lui fait pas des yeux clairement explicites comme ça, il a besoin de s'attacher à un regard et d'une émotion différente, quoi. Sinon, tu peux nous parler un peu de ses bronzes parce qu'il a fait un petit peu de sculpture aussi. Oui, il a fait des sculptures. Là aussi, difficilement identifiable, ça s'adresse surtout à la sensibilité, pas à la raison. Et moi, je crois que c'est ça la différence, une petite différence entre ce que certains appellent l'abstraction et d'autres la figuration. Elle réside peut-être là, mais des bronzes que j'aime beaucoup parce que, si vous voulez, c'est assez compact, c'est pas de la dentelle comme peut en faire Garouste quand il fait soi-disant des sculptures. Je suis pas convaincu que ce soit lui qui les fasse. Et c'est fait d'après lui, mais d'après peut-être des croquis et des choses comme ça, mais je sais pas s'il met vraiment la main à la pâte. En tout cas, ces sculptures, bien qu'elles soient intéressantes, un peu trop éblouissantes pour mon goût, mais bon, un peu trop dentelle pour mon goût. Là, c'est pas du tout ça, hein, c'est plutôt des choses... Bon voilà, ça arrive, c'est plaf, bien posé, et puis après, il faut essayer d'apprivoiser le volume. Hein. Là, malheureusement, on ne peut pas tourner autour, on ne peut pas le toucher. Si on ne peut pas toucher un volume, alors là, bon, et si on peut pas en faire le tour et le détour et le retour. Mais quand même, les images que l'on peut regarder
de sa sculpture, elles sont très proches d'ailleurs de sa peinture. Hein. C'est à peu près le même monde de choses informes, difformes, un peu identifiables, voilà, mais qui quand même ont une présence, plastique très 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 forte. Voilà ce que je peux dire sur ces sculptures. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'une douzaine. Ouais. Et puis aussi quelques œuvres sur papier, des encres sur papier qui sont aussi plutôt figuratives quand même, mais intéressantes, des petits formats. Ça, on pourra le voir, je mettrai sur le site, je mettrai quelques... Oui, c'est curieux parce que quand on pense à Robérol, lui par contre, il n'y a rien. Il n'y a pas un dessin, rien. Il n'y a que ses peintures et ses sculptures, mais pas de croquis, pas de dessin préparatoire ou post-opératoire. C'est un des rares peintres qu'on connaisse. Je ne parle pas des anciens parce qu'ils dessinaient tous, mais un des rares peintres contemporains qui ne dessinait pas. D'ailleurs, il n'avait pas fait les beaux-arts, hein, c'était un autodidacte pur et dur. Mais bon, quand même, il y a des autodidactes qui aussi dessinent. Et puis pas n'importe quoi, pas ça chez Sac, par exemple. Mais Robérol, non. Ouais. Et pourtant, il fait partie de cette mouvance d'artistes des années 50, 60, 70, voilà, qui sont majeurs. Il y a aussi, comment il s'appelle, le Canadien, là. Riopelle. Riopelle, pareil, on ne connaît pas de dessin vraiment de Riopelle. Je ne sais pas si ça nana. Johan Mitchell, je ne sais pas. Ouais, voilà. C'est marrant, il y a des artistes peintres, je parle dans les contemporains, qui dessinent pas. Ils payent, ils sculptent, mais ils dessinent pas. Voilà. Ouais. Et ça, c'est assez étonnant et frustrant en même temps. Ouais. Et alors là, je vais dire 2-3 mots peut-être sur les amis, c'est son entourage, parce que je pense qu'il y avait vraiment un groupe d'amis. Il a été soutenu déjà par Jean Paulac, avec qui il est devenu ami, mais au départ c'était son galeriste. Donc c'est quand même une amitié qui a duré de 1964 à 2002. Hein, c'est une longue amitié et justement, 40 ans. Jean Paulac l'a suivi, c'est-à-dire que quand il a changé de style pictural, en fait, Jean Paulac l'a suivi et l'a exposé donc pendant 40 ans et lui a permis de peindre ce qui lui plaisait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette totale liberté, c'est important, quoi. Oui, parce que les marchands, en général, ce qu'ils veulent, c'est de la production, point. Voilà, donc c'est quand même important. En 64, Jean Paulac, donc lui, il déménage de l'avenue de Messine, il passe au boulevard Haussmann, et donc il fait une exposition il inaugure ce nouveau lieu avec une exposition manifeste qui s'appelle 15 peintres de ma génération. Et là, donc, on va voir Gillet entouré de Dalechinsky, Bitran, Doucet, Marfin, Marian, Messager, Robérol, donc voilà, toute une petite bande qu'on a croisée régulièrement. Et donc, dans les amis de Gillet, donc, il y a Doucet. Doucet, on l'avait vu parce je crois qu'il a été exposé à la coopérative Cérès Franco. Tout à fait. Voilà, donc, Gillet et Doucet, eux, se rencontrent dans les années 50 à Saint-Germain-des-Prés et vont exposer ensemble, donc, dans cette galerie Ariel. Mais c'est surtout pendant les vacances d'été, quand ils seront à Saint-Malo, qu'ils se côtoient beaucoup et qu'ils aiment bien se livrer à des expériences picturales comme dessiner à 4 mains ou faire des pétrifications. Alors je sais pas, ils font des petites sculptures qui se pétrifient justement et ils vont ensemble, ils font les brocantes, enfin voilà. Donc je pense qu'il y avait aussi, j'ai ressenti moi toute une espèce de joie de vivre autour de lui, quoi. Il y avait plein d'amis, il y avait un plaisir de partager tout ce qui se passait, quoi. Et donc avec Paul Robérol, donc c'est Papou, hein, la deuxième femme de Paul Robérol, donc ils se voient aussi en Bretagne, mais ils se voient surtout quand Gillet habite Sens, parce que Robérol et sa femme habitent à Courberon dans l'Aube à ce moment-là, et ils vont, avant de s'installer après en Côte d'Or, mais là ils s'habitent ils sont proches les uns des autres, et donc ils aiment bien aussi se rencontrer. On dit que l'humain est leur sujet aussi d'exploration, enfin c'est... Voilà. Et il y a Marian aussi, Marian dont on a parlé, qui avait été exposée au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et Gillet et Marian, eux, se sont rencontrés à la Galerie de France, c'était à la fin des années 50.
Et ils sont devenus très proches, ils ont exposé ensemble. Bon, après, Marian va partir aux États-Unis, donc ils se verront moins. Hein, mais voilà, c'est Marian et Gillet. Marian a séjourné quelques semaines dans la maison de Gillet aussi, près de Sens, quoi. Bon, il y a Messager, enfin voilà. Donc c'est quand même toute une vie de groupe qui devait être très stimulante, je pense, quoi. Oui, bien sûr. Et la diff bouteille et danse, ça devait être doublement stimulant. Quand un bateau entre en carène, comme celui-là que vous voyez là-bas, on sait pas le mal et toute la peine que se donnent ceux qui sont sur les rails. Dans les toupes, en plein goudronnage, vous voyez bien ce tas de marignards, c'est m'aborder mon équipage, c'est tout calfa. C'est tout calfa. On trouve partout des ministres, des sénateurs, des députés, des charpentiers, des ébénistes et même des douaniers retraités. On trouve des femmes de ménage, des nourrices et puis des soldats. Mais ce qu'on ne trouve plus, ça c'est dommage, c'est des calfas, c'est des calfas. Je le jure sur la pigouillère que j'avais entendu surger dans le corps, que j'ai vu m'aborder entière, tout le jour en cracher du sang. Mais à présent, sur ma parole, adieu Maillet et Patara, avec toute leur sacrée casserole, il n'y a plus de calfa, il n'y a plus de calfa. Maintenant que la tôle fait le bordage, il n'y a plus moyen de faire ses frais. On a supprimé le calfatage, oh c'est du propre que leur progrès. Quoi que le fils fasse leur carrière, des ingénieurs, des avocats, faudra brûler la pigouillère. Il n'y a plus de calfa, il n'y a plus de calfa, il n'y a plus de calfa, il n'y a plus de calfa. Voilà, les calfas par les souliers de fond de cale, les calfas, parce qu'effectivement c'est ce goudron qu'on épand sur les bateaux et dont était fan Gillet justement. Oui, et c'est toujours sur Radio Sous-Pente, à la station des Rapins, sans Fouet, sans Loup et sans Courbec, l'émission à Racaille, qui va bientôt fermer les volets sur la musique de la guinguette, hein, parce que et pour passer après au culturel, etc., etc. Mais pour la partie artistique consacrée à Roger de Gargilet, ma camarade va conclure. Voilà, donc il y a un site qui est très bien, qui a été fait par le fonds Gillet, et il faut vraiment aller dessus parce qu'il y a toutes ses œuvres sur papier, c'est toutes les monographies qui lui sont consacrées, ses expositions, voilà. Et donc il y a un interview qui est assez long, qui a été faite donc par une journaliste et auquel il répond à plusieurs questions. Donc j'ai pris quelques morceaux de l'interview pour conclure un petit peu et le faire parler, quoi. Donc voilà ce qu'il dit quand il parle de son travail. Il dit « Je me souviens très bien qu'en 1955, je commençais déjà à me poser des questions sur ce que je faisais. J'avais des doutes en somme. Et ainsi, au Metropolitan Museum de New York, je suis tombée en arrêt devant un tableau de Gréco, le portrait d'un évêque ou d'un cardinal avec de petites lunettes. Et devant la méchanceté de ce regard, je me suis dit qu'avec la peinture abstraite, on perdait quelque chose. On ne pouvait plus peindre la profondeur d'un regard. C'est un petit peu le départ d'une aventure figurative qui a été d'ailleurs perçue de la même façon par des gens comme Marian, comme Zoran Music, comme Eugène Leroy. Le regard de ce tableau de Gréco m'a véritablement bouleversée. Mais le regard, la perception qu'on en a, c'est aussi une sensation physique. Le regard pénètre le corps
Je me souviens aussi d'un portrait du fils de Cézanne qui a contribué à ce changement. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait reconsidérer complètement la peinture américaine. Donc après, il va parler de sa manière de travailler. J'ai l'habitude de fabriquer moi-même mes peintures. Bien entendu, je me sers de médiums. Les médiums sont des pâtes. Si je peignais mes tableaux avec de la couleur à 80 francs, le tube grand comme mon pouce, chaque tableau vaudrait une fortune. Du reste, Rembrandt faisait pareil, les frères Van Eyck également. Il suffit de lire La découverte de la peinture des frères Van Eyck et vous trouvez le médium que j'emploie. Bien entendu, quand on travaille avec un médium, on accroche plus la lumière. Et puis on n'est pas arrêté par le fait d'écraser un tube de rouge cadmium à 150 francs pour le gratter 5 minutes après. On a une liberté extraordinaire. De ces pâtes, il y a une lumière qui jaillit finalement. Là, il va parler donc de la peinture de l'art contemporain. Je ne parle que de peinture. Il est même peut-être intéressant de voir un sac de charbon sur un paquet bien ciré, mais ce n'est pas mon métier, ça ne m'intéresse pas. Cela ne veut pas dire que ceux qui font ça soient tous nuls, même si j'ai plutôt tendance à le croire. Le mode de fonctionnement de ce type d'expression, c'est le scandale. Or, ce scandale ne scandalise plus personne. C'est tout de même paradoxal. Maintenant, on nous invente le dérisoire, qui au fond ne prendra plus rien en dérision. Il y a un académisme du scandale, un académisme de la provocation, il y aura l'académie de la dérision. Pendant ce temps-là, je crois qu'il restera toujours un grand sculpteur, un grand peintre. Question de la journaliste, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir pour vous demander votre secret. Et si j'avais un secret, je leur donnerais. Le nombre de gens qui regardent ma pâte et qui me demandent comment je fais, je leur dis toujours, je leur explique. Mais si le type fait pareil que moi, alors il fait moins bien. S'il a du talent, il fait autre chose. Un artiste qui ne donne pas ses secrets, pour moi, est suspect. Les secrets ne résistent pas au travail de la toile, et la force d'un tableau ne se résume jamais à des secrets. La force d'un tableau, c'est ce qu'il dégage. Question, le travail dépasse la technique. Je donne mes moyens techniques pour favoriser la recherche des autres, mais pas pour qu'ils travaillent dans la mienne. Ça n'aurait pour celui qui imiterait ma recherche aucun intérêt. L'école des beaux-arts, en ce sens, c'est la chose la plus inutile qui soit. Je peux vous apprendre à faire de la peinture en 2 semaines. Après, vous vous débrouillez. Et de plus, aller reconnaître dans une génération de 25 ans celui ou celle qui a du talent, moi j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais d'ailleurs pas ce que je vois en peinture et je ne le saurai jamais probablement. Pourtant, c'est peut-être paradoxal, mais je crois que j'aurais été un bon professeur. Qu'entendez-vous par cette expression ? Le bon professeur, c'est celui qui aide son élève à se trouver et qui lui permet de ne pas croire que l'art se limite aux recettes qu'on lui donne. Il faut ouvrir les portes du métier, et puis l'élève doit trouver tout seul, s'il en a le désir et la force. Je pense que j'aurais pu être un bon professeur parce que j'adore le contact avec les jeunes. Le plaisir de la peinture. Moi, j'ai toujours envie d'être violent dans ce cas d'espèce. Je trouve qu'il n'y a rien de plus inepte que de faire de la peinture. Et il n'y a encore rien de plus inepte que de ne pas pouvoir faire autrement que d'en faire. J'ai toujours été à mon atelier avec des pieds de plomb, j'ai toujours fait tous les bistrots avant, et quand j'y arrive, je commence par résoudre un problème d'échec. Mais il faut être présent dans son atelier pour ne pas rater le moment où les choses commencent. Alors, la joie de peindre. Voilà. Alors, ces propos sur le professeur, ça fait penser aussi à Gustave Moreau, qui effectivement a formé des élèves extraordinaires qui n'ont pas du tout travaillé dans la veine de Moreau. Oui, parce que c'est Rouault ou Matisse, quand on connaît Moreau, c'est pas tout à fait la même chose. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Aracaille, qui va se consacrer maintenant pour la dernière partie de ce long périple ensemble aux expos, au culturel et au salut aux Amaches. Ouais, alors les expos, moi j'ai rajouté cette fois-ci Henri Cartier-Bresson, c'est au musée Carnavalet, c'est une exposition qui s'appelle Revoir Paris, donc ça doit être assez super, c'est pour la réouverture donc, du musée Carnavalet qui a été fermé pendant, je crois, au moins 4 ans. Apparemment la visite est très longue, donc s'il y en a qui ont envie de tout faire... Très cher. Musée Carnavalet, je ne sais pas, c'est 11 €, je crois. Oui, voilà. Mais c'est surtout qu'il faut prendre du temps. Je crois qu'il y a 3 étages, il y a beaucoup de bâtiments, donc il faut compter au moins 3 heures de visite ou le faire en plusieurs fois. Mais on peut aussi décider de ne faire que l'exposition Cartier-Bresson.
Voilà. Dans les expositions, donc il y a toujours Viviane Mayer qui va être exposée au musée du Luxembourg. C'est peut-être celle-là qui risque, je crois, d'être à 21 €. Mais bon. À partir du 15 septembre, Henri Moret au musée des Beaux-Arts de Quimper, un peintre du 19e. Et puis il y a celui de Moret-sur-Loing. Et qu'on a reçu ce matin. ouais, le Studio Lot à Moret-sur-Loing, c'est. Le Studio Lot, c'est là où on avait été voir les gravures de Alicia Amorozzo. Et là, c'est à partir du 18 septembre. C'est Xavier Fatou, voilà, qui expose à partir du 18 septembre. Ce sera un week-end sur deux, le samedi et dimanche de 15h à 19h, avec un vernissage, donc le 18 septembre à partir de 17h. Le Studio Lot est un endroit charmant qu'il faut descendre à la gare de Moret-Veneux, les Sablons. Ouais, et vous là, avez on marche, 2 bornes à faire à pas. voilà, mais on arrive dans ce petit village typique des bords du Loing, et le Studio Lot est dans une vieille bâtisse avec une petite cour, c'est adorable, quoi. Et le galériste aussi est adorable. Le culturel. Oui. Ben, Moi, je lis grâce à nos copains brestois qui nous ont envoyé un livre de Carlos Ruiz Zafón. C'est le cycle des ténèbres. Donc, je lis le tome 1 qui s'appelle Le Prince de la brume, et ça correspond exactement à ce dont j'avais envie. C'est-à-dire que c'est une lecture facile, dans le fantastique, et j'avais envie justement de m'évader un peu pour changer, d'avoir des lectures un peu moins sérieuses. C'est écrit simplement, mais c'est très agréable, et donc voilà, c'est une histoire un peu fantastique. On est en 1943 en Angleterre, une famille décide de déménager dans un petit village au bord de l'Atlantique, et là, il va se passer des choses un peu fantastiques, entre un bateau qui a coulé, un grand-père qui est le gardien du phare, qui a toute une histoire avec ce bateau qui s'appelle l'Orpheus, et cette famille avec ses enfants qui arrivent dans cette nouvelle maison. Bien. Voilà. Et j'écoute aussi beaucoup France Culture en ce moment. C'est les podcasts de l'émission Avoir raison avec. C'est des émissions qui n'existent que l'été sur France Culture, qui donnent la parole à des penseurs, de grands penseurs. Et donc j'ai écouté, j'en avais parlé la semaine dernière, La vie dans l'âme de Gouges, avec son œuvre et son travail de féministe, son engagement féministe. Et là, j'ai écouté Germaine Tillon, c'est pareil, ethnologue, résistante, qui a travaillé sur les Aurès, qui a été déportée, qui a fait son premier boulot d'ethnologue sur les camps de concentration. Et j'ai écouté Paul Virilio. Paul Virilio est un architecte, mais c'est surtout un penseur de la vitesse. Et je me suis régalée parce que ça correspond tout à fait à mon analyse de ce monde, où lui a toujours constaté que ce monde s'emballait. Et qu'est-ce qu'on fait ? Attention à ne pas aller vers l'accident fatal, quoi. Ouais, bah oui, il faut toujours, avant de partir, vérifier son liquide de frein. Voilà, et là, donc, le dernier que je suis en train d'écouter, c'est Simone Veil, la philosophe, cette femme, ce petit bout de femme extraordinaire qui est morte à 34 ans d'épuisement quand elle a rejoint la France libre à Londres, et qui a, en si peu d'années, a écrit l'équivalent de 16 volumes, qui a été travaillé dans les usines pour se rendre compte de l'aliénation du travail sur la pensée, qui a travaillé dans les champs, qui se privait pour être en empathie avec les gens qui étaient en rationnement. Enfin, un petit bout de femme extraordinaire, quoi. Maman. Et toi, Robert, t'as lu ou t'as regardé quelque chose ? Moi, je ne lis pas et je ne regarde rien, que des films racontables, parce que bon, pour pas faire ricaner tout le monde non plus. Bon, alors, le coucou aux Ah, amants. hier soir, j'ai vu Jason Bourne, le numéro 5. Que vous écoutez Radio Soupan de la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni tout pourri et diffuse sur Internet à racaille.fr. Et salut à nos amages Claude et André de la Loration, Karine Nouzette de Montigny, Marie-Christine Péguet, une graveuse gardoise bientôt sévenole, Claude et William, nos poteaux de Brest. Salut Claude, salut Willy. Jean-Paul Soufraz, un peintre magnifique de Coudekerque-Branche dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, une pote à ma camarade Péricaïque. Jean Peduzzi Livalois, dont on n'a plus du tout de nouvelles. Allô, allô, Jeannot, qu'est-ce qui se passe ? Corinne
et Anne-Emmanuel et Frédéric, qui sont 3 poteaux, artistes tous les 3. C'est-à-dire, ma camarade va faire une petite bouffe avec eux bientôt. Je leur souhaite un bon moment ensemble. Juliette planque une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer. Mais une graveuse, je vous dis pas, hein, c'est quand même une graveuse, quoi. Clément qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure, du côté de Vincennes, Montreuil. Voilà, s'il faut le connaître, Pépère. Hein. Il faut être solide hein, pour vivre avec lui quelques heures. Agnès Dubar, une graveuse, elle en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en relégation dans l'Ariège, après avoir quitté l'île où on l'a connue. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, un belge, voilà, bien dans la tradition du graveur belge, en sort et compagnie. Colette, Jacqueline et Nicole, 3 femmes d'artistes, dont 2 se bagarrent toujours pour faire vivre l'œuvre de leurs compagnons disparus. Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar, qu'on salue, et le compagnon de Laurence, Bernard, qui est un petit peu en ce moment dans une situation pas terrible, mais on a tous nos voeux. Ouais, plein de bisous et fort dans nos bras, quoi. Voilà. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui a retrouvé son petit bistrot favori. Michel Péloil, un peintre de cette cité pourrie où j'ai mon atelier. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants chez Milite. Cécile, tu la sens ma 5e puissance, oui, ma Cécile, on la sent et on t'aime. La rousse flamboyante, Florence, ça s'appelle Florence, la rousse flamboyante, son prénom, quoi. Et qui anime 2 émissions sur une radio Omni, une pour les petits et une pour les grands. José Arthur, qui anime une émission musicale Le Mélange sur cette radio Omni, le dimanche en fin d'après-midi. Quelque chose, hein, le mélange, attention. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre émérite de Bourg-en-Marlotte, qu'on avait rencontrée, dans la galerie L'Empreinte, une magnifique, pas une galerie, c'est une librairie, mais qui de temps en temps expose des artistes locaux, avec la galerie de Florence Quenu. Alice Amoroso, une graveuse, mais toute jeune, une jeunette, hein, mais qui promet, je vous assure, c'est quelque chose. Elle grave sur bois lino, mais elle a un coup de gouge, hein. Attention. Antoine des Champignons, c'est un pote à ma camarade Périquecou, un musicos. Dominique Paula-Dardouin, notre galériste bien-aimé, hélas, aujourd'hui disparu. On a une pensée toujours pour elle, car on l'aimait. Marie-Pierre, une collectionneuse que j'ai, gentille comme tout. Colette et Alain, 2 collectionneurs, gentils comme tout. Marie Dognaud, une galériste vagabonde qui monte des expos, je ne veux pas, ça déménage. Et puis il y a aussi cette galériste de Grand-Marlotte qu'on a rencontrée récemment, qui s'appelle. Mais si, elle a un nom. Et la galerie. Oh, voilà. Enfin, c'est une nouvelle galerie à Bron-Marlotte, super, on a rencontré cette galériste qu'on devrait aller interroger un de ces 4, qu'elle perd pas patience, on y pense, hein, et puis qui expose des pointures quand même. Marie-Louise, une copine à ma copine, qui a en ce moment des petits problèmes de santé, mais on y pense à toi Marie-Lou, hein, surtout que tu es une auditrice fidèle. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon petit boulot, hein. Et tout de suite, on se finit avec la pause musicale, hein, Faut vivre, de la camarade Mélis, une chanson de Mouloudji. Salut à tous. Salut copine, salut copain. Malgré l'écran anxieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré
malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera voir jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.